bienvenue dans cette 4e rencontre organisée par l'Institut français de Suède. Donc, rencontre qui s'inscrit dans les Nuits de la lecture 2021, une manifestation donc, pour célébrer le plaisir de lire. Nous recevons aujourd'hui Sophie Blittman, auteure de livres jeunesse, Didier Bourmand, libraire à Lund, Philippe Couder, qui est bibliothécaire à Stockholm, et Antoine Boussin, donc ancien libraire ayant travaillé 20 ans dans l'édition et qui animera cette table ronde autour des livres. Antoine, je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Alors, bonjour. Bonjour, devant moi j'ai un bibliothécaire, un libraire et un auteur. La chaîne des ventes du livre dans le monde est réunie. Évidemment, vous me direz, oui, mais il n'y a pas Amazon. Mais ce n'est pas le sujet de notre rencontre. Et même si les livres en numérique et Amazon se vend est une part très importante dans le marché du livre, les vrais acteurs du livre sont là devant nous. D'abord l'auteur, Sophie Blittman, auteure de littérature jeunesse, mais qui va bientôt publier un roman pour adolescents. Le libraire d'un centre-ville, Didier Bourmand, libraire à Lund, une librairie de plusieurs centaines de mètres carrés avec beaucoup de références de livres, et puis un bibliothécaire, Philippe Couder, de Stockholm. Alors, on a eu un grand débat en France pendant le confinement sur la librairie est-elle essentielle à l'économie française ou du pays, et doit-elle rester ouverte comme les épiceries et d'autres commerces alimentaires? Didier Bourmand, ce débat vous a-t-il intéressé? Ah oui, tout à fait, parce que là, j'ai suivi ce qui se passait en France et effectivement, je trouvais que c'était vraiment triste que les librairies soient fermées en France. Et on avait cette chance qu'ici, il y a des limitations, mais pas de fermeture, disons. C'est-à-dire qu'on recommande qu'il n'y ait pas trop de monde, une personne pour 10 mètres carrés actuellement, en tout cas. Ça fonctionne, c'est plus calme. Ça a comme une conséquence, c'est qu'il y a moins de gens dans la boutique et beaucoup plus de gens qui commandent par correspondance. D'accord. On a beaucoup de travail. Comment vous avez vécu cette année très particulière et comment va le marché du livre en Suède? Bon, le marché du livre, c'est relativement stable, peut-être légère diminution, mais pas importante en fait. Malgré la pandémie, la diminution a été très très modérée finalement. Donc, je ne vais pas trop me plaindre. Bon, on n'a pas eu des aides gigantesques, mais tout de même, on a eu un trimestre où on nous a offert la moitié du loyer du local. Donc, c'était bien. Bien. Sophie Blittman, vous publiez votre premier livre en 2017, donc il y a à peine 4 ans, et vous en avez déjà publié 15. C'est une production importante. Est-ce que vous vous souvenez de la première joie quand vous avez vu votre livre dans une bibliothèque ou sur l'étal d'une librairie? Comment ça s'était passé? Je n'ai pas un souvenir exact d'avoir trouvé le livre dans un endroit comme une bibliothèque ou une librairie la première fois. C'est d'abord quand je l'ai reçu chez moi, quand l'éditeur me l'a envoyé. Évidemment, c'est un moment important parce que le livre, c'est un objet, même si on peut lire en numérique. Et moi-même, j'ai une liseuse, je lis en numérique, mais je lis aussi des livres papier, je fais les deux. Mais évidemment, de tenir le livre-objet dans la main, le premier qu'on a écrit, c'est un moment important, d'autant plus qu'en livre jeunesse, il y a des illustrations qui sont très importantes, donc de les voir en papier, évidemment, c'est une grande joie, c'est l'aboutissement d'un projet, le côté très concret du livre. Alors, vous travaillez pour le domaine de la jeunesse, beaucoup. Le domaine de la jeunesse, comme la bande dessinée, les libraires étaient très inquiets il y a quelques années, car ils pensaient qu'avec le numérique,
les jeunes allaient abandonner l'achat de bandes dessinées et probablement ne plus vraiment acheter de livres de jeunesse. C'est exactement le contraire qu'on a vécu. La bande dessinée progresse chaque année de voire de 10-15% de part de marché et le livre jeunesse aussi. Et je vais vous donner à tous les trois un chiffre que j'ai découvert dans un magazine sur les habitudes culturelles qui, je pense, ne sont pas très différentes en Suède de la France. Le cinéma et la lecture arrivent en tête des activités culturelles de la jeunesse. 83% des jeunes sont allés au cinéma une fois dans l'année et 78% ont lu un livre. C'est de très bons chiffres. Est-ce que vous avez conscience que vous écrivez pour des jeunes qui ont toujours un appétit de lire? Oui, et heureusement. Et effectivement, et je le vois quand je rencontre effectivement des lecteurs, notamment dans des classes, dans des écoles, alors moins en ce moment avec la situation sanitaire, mais oui, les enfants, ils sont curieux, ils ont envie de lire. Après, il faut réussir à les embarquer avec une thématique, une histoire, mais Amy, je trouve que c'est même plus facile d'embarquer les enfants que les adultes. C'est un public voilà, ouvert, réceptif. Après, voilà, il faut réussir à éveiller leur curiosité, mais c'est un beau défi. On va y revenir tout à l'heure. Je voudrais simplement que Philippe Couder nous parle de son lieu. Vous êtes un bibliothécaire à Stockholm, Philippe. Depuis combien d'années vous exercez ce métier? Alors moi, je travaille comme bibliothécaire dans une des bibliothèques, une des 40 bibliothèques publiques municipales de la ville de Stockholm. Je me suis orienté vers le métier de bibliothécaire après avoir exercé la profession de prof de langue, prof de français et d'espagnol. Et ayant aimé ce contact avec les enfants, j'ai trouvé qu'il était intéressant de continuer en me spécialisant comme bibliothécaire jeunesse. Donc, je travaille avec à peu près toutes les tranches d'âge, depuis les enfants, j'allais dire les bébés, jusqu'aux enfants des écoles primaires. Nous travaillons beaucoup par public cible dans les bibliothèques en Suède. Donc, on a des activités, des animations autour de la lecture pour à peu près toutes les tranches d'âge, pour les enfants, les familles et aussi le personnel qui encadre les enfants, les éducateurs ou les enseignants. Voilà. Mais par contre, moi, je trouve qu'en Suède, alors c'est intéressant vos chiffres là sur la consommation culturelle chez les jeunes en France. Je ne sais pas si les chiffres seraient identiques en Suède. J'ai l'impression quand même que les jeunes en Suède sont quand même beaucoup plus consommateurs de tout ce qui est jeux sur le téléphone ou… Alors, j'ai un autre chiffre pour vous, Philippe. C'est en fait 47% des jeunes. Hein, c'est une enquête qui a été faite entre des jeunes âgés de 18 à 30 ans aussi. Il y a eu 2 enquêtes. 47% ont fréquenté une bibliothèque ou une médiathèque dans l'année. 47%. Un jeune sur 2. C'est plein d'espoir. Oui. Mais moi, aux dernières nouvelles, là, j'ai entendu qu'il y a eu des enquêtes qui ont montré que la baisse, une baisse importante de la lecture chez les jeunes en Suède. Et on est un petit peu inquiet par rapport à cette tendance-là. Voilà. Alors, Didier, je reviens vers vous. Oui. Le thème de cette rencontre s'appelle « Relire le monde ». Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ce mot « relire le monde » ? En fait, c'est ça, c'est que lorsque j'ai démarré cette librairie, mon idée, c'était de présenter un autre monde, en quelque sorte. C'est-à-dire que je rencontrais en particulier avec les personnes à qui je donnais des cours de français, mais tous les autres aussi,
qu'on se faisait des idées sur la France ou sur les pays en dehors de Suède, qui, je trouve, étaient un peu trop limités et que j'avais besoin j'estimais que ce serait bien de présenter une ouverture et donc, par les livres, on peut arriver à avoir tout à fait une autre image du monde extérieur, je dirais. Oui. Sophie Blittmann, vous, qu'est-ce que ça vous évoque, ce titre, Relire le monde? Pour moi, relire le monde, c'est le découvrir, l'explorer, le comprendre, et puis éventuellement aussi le transformer. Et c'est un peu tout ça que j'essaie de faire passer à travers mes livres, c'est-à-dire donner les clés aux jeunes lecteurs, pour que voilà, ils puissent découvrir des choses, des univers, des périodes historiques, des endroits qu'ils ne connaissent pas, et qu'ils puissent comprendre comment fonctionne la société. Et puis pour qu'après, ils deviennent eux-mêmes des citoyens engagés et qu'ils puissent relire le monde à leur manière et donc contribuer à le transformer. Alors, j'ai regardé ce que vous avez, évidemment, je n'ai pas tout lu, mais j'ai regardé ce que vous avez publié. Le monde, c'est quoi pour vous? C'est quelle frontière? Il y a pas de, enfin, bien sûr, il y a les frontières géographiques, mais le monde, ça peut être à la fois très concrètement ce qui se passe à côté de chez vous, ce qui se passe à l'autre bout du monde, des phénomènes comme le réchauffement climatique qui sont évidemment très importants, et puis au quotidien pour les enfants, des petits gestes qui influent sur aussi justement le réchauffement climatique. Donc c'est important de tenir les deux bouts, notamment pour les jeunes, de parler concrètement de ce qui se passe près de chez eux, et puis de leur ouvrir aussi des horizons. Alors, j'aime beaucoup sur votre site, il y a ce mot qui démarre tout de suite, qui est raconter des histoires. Et je pense que Philippe Couder nous a dit qu'il avait un lectorat jeune dans sa bibliothèque. On a tous été témoins d'un enfant avant de dormir quand on lui raconte une histoire. Et vous, ce que j'ai aimé dans votre présentation, c'est vous parlez du monde en disant par exemple le lion, le rat qu'on déteste, dont on a peur en Occident, est vénéré en Asie, et que toutes ces frontières et ces symboles peuvent se mélanger. Pourquoi ça vous intéresse, ces différences-là? C'est une manière d'ouvrir effectivement les enfants sur d'autres cultures, sur d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de raconter des histoires, de partager des choses avec eux, et en même temps de donner de la culture générale. Et donc, c'est important de savoir effectivement que oui, le rat, il a une autre image en Asie, sur d'autres continents. C'est un livre effectivement sur la symbolique des animaux. Et je trouve ça important, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Les réactions. D'accord avec vous. Vous voulez intervenir? Rajouter aussi que je vis mon rôle de bibliothécaire comme quelqu'un qui a envie d'ouvrir un peu les yeux aux enfants, de leur montrer le plus de choses possible. Je trouve qu'on vit un peu à une époque où il y a on sort beaucoup de livres, on produit beaucoup de livres qui un peu tendance, un peu toujours dans l'esprit du temps, sur un sujet bien d'actualité. Et il y a d'autres thèmes, il y a beaucoup d'autres thèmes dont on ne parle pas. Et je trouve que la bibliothèque, c'est la diversité, c'est montrer d'autres cultures. Surtout que maintenant, en Suède, on a vraiment une mixité ethnique. On a eu beaucoup d'immigration ces dernières années. Et c'est important de montrer comment on vit dans d'autres pays, comment les enfants vivent dans d'autres pays. Je trouve que c'est important pour qu'on tous on vive ensuite le mieux possible ensemble. Philippe, vous organisez dans votre bibliothèque, vous organisez des moments où vous racontez des histoires? Voilà, je raconte des histoires. Dans ma bibliothèque, on a un thème qui est la littérature internationale et justement, on favorise les contes de pays différents, de continents différents. On les raconte dans d'autres langues aussi.
on favorise le pluralisme linguistique aussi. On les raconte des fois dans plusieurs langues en même temps, pour montrer un petit peu aussi la diversité des langues, que les langues sont différentes et quelquefois elles se ressemblent aussi, et montrer le plus de points de vue différents possibles. Didier Mourmand, dans votre librairie, est-ce que vous racontez des histoires? Pas tellement, mais je parle bien sûr avec les clients parfois. Vous organisez des rencontres? Non, pas vraiment. En fait, il y en a eu un tout petit peu, mais très très peu finalement. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué. On n'a pas tellement de place, ou alors, si on veut avoir on peut avoir de la place, mais il faut tout déménager, c'est assez compliqué. Vous ne recevez pas d'auteurs dans votre librairie? Non, mais du temps où l'Institut français de Malmö existait, alors il y avait une certaine collaboration. Eux recevaient des auteurs, et puis moi j'étais souvent présent. Vous collaboriez. Oui. Sophie, vous vous déplacez en librairie beaucoup? Non, j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant. Alors, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à écrire des livres. Après, j'ai pu aller dans des écoles, mais là, comme je le disais, avec la situation sanitaire actuelle, c'est compliqué. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, d'autant que quand j'ai commencé, j'étais enseignante. Donc, voilà, enfin, j'aime bien, et puis c'est discuter avec les jeunes, en parler, et puis c'est intéressant toujours pour un auteur de savoir ce que les lecteurs en ont pensé. Donc j'attends qu'on puisse retourner dans les classes. Alors, quand le thème Relire le monde parle du rêve également, est-ce que vous, quand vous étiez plus jeune, ou quand vous écrivez aujourd'hui, vous avez envie de faire rêver? Est-ce que le mot vous intéresse quand vous créez le rêve? Bien sûr, les mots, sont des outils formidables pour faire rêver. Et il y a des écrivains qui l'ont fait de manière magnifique. Donc, j'essaye à ma mesure, à mon échelle. Et par exemple, il y a un livre que j'ai voulu écrire sur les duos célèbres de la littérature. C'est un peu un hommage à ça, c'est à tous ces personnages qui nous ont fait rêver. Alors, les duos… Prenez des exemples, Sophie, là. Dites-nous quels sont les duos célèbres. Oui, il y a Jean Valjean et Cosette, évidemment. Il y a Antigone et Créon. Il y a Roméo et Juliette, bien sûr, Cyrano et Roxane. Tous ces personnages qui fonctionnent ensemble. Et puis, oui, toutes ces histoires. Donc, ce que j'ai voulu, c'est essayer de les incarner, de leur donner une voix. Évidemment, pas de réécrire l'histoire qui a déjà été écrite de manière magnifique, mais de donner à entendre un peu qui sont ces personnages, pourquoi aujourd'hui ils font partie de notre culture, de notre patrimoine. Et puis aussi, après, l'idée, c'est de donner envie aux enfants de lire les livres eux-mêmes. Donc, c'est une porte vers les œuvres. Est-ce que ça vous arrive d'avoir les courriers de lecteurs? J'ai des commentaires sur mon site, et puis il y a des blogs qui font des commentaires. C'est toujours bien d'avoir des retours, et il y en a pas mal qui apprécient que je m'intéresse, les sujets auxquels je m'intéresse, par exemple les femmes. J'ai écrit un livre sur des portraits de femmes libres, des femmes qui ont osé se lancer et faire des choses à travers l'histoire. Aussi sur la manière ludique dont j'aborde les sujets. Et ça, c'est un retour qui me fait plaisir, parce que c'est effectivement ce que je cherche à faire. Moi, je ne suis pas dans le parascolaire. Enfin, il y a des ouvrages parascolaires qui sont très bien, très bien, etc. Moi, j'essaie de faire des livres plus créatifs, tout en restant instructifs. Et donc j'apprécie énormément quand effectivement on me dit que ça permet de s'amuser tout en… Ça, c'est un souci pour vous, le ludique, hein. Vous travaillez aussi avec des dessinateurs. Ouais. Comment ça se passe? Quel est le rapport que vous entretenez et comment vous choisissez vos dessinateurs? Alors en général, ce sont plutôt les éditeurs qui choisissent les dessinateurs en fonction du style qu'ils ont dans leur propre maison, parce que je travaille avec des différentes maisons d'édition. Je peux vous montrer, pendant que vous allez voir les couvertures de certains de mes livres, et comme ça vous pouvez voir aussi que ce sont des ouvrages de style complètement différents. Par exemple, je le partage en diapositive.
Et du coup, donc enfin, vous voyez qu'il y a voilà, des styles différents, des styles un peu BD, des styles plus graphiques. Donc à chaque fois, ce sont les éditeurs qui choisissent, mais il y a toujours quand même cette volonté, surtout dans les documentaires, que ça colle à la réalité, que ce soit juste, que l'image puisse refléter l'intention du livre. Et donc, voilà, il peut y avoir des allers-retours entre le côté documentaire des photos, vous voyez celle de l'Amazonie, les volcans, enfin voilà, on a des photos quand même qui montrent bien ce dont on veut parler. À gauche, le Mwatemba, c'est le roman que je vais publier autour de l'apartheid, donc on voit le fond avec le township à côté de Johannesburg. Et c'est vous qui avez choisi le dessin de la couverture? Non, on a eu beaucoup d'échanges avec Hachette, mais Je trouve ça très bien, moi. Tant mieux, j'espère que ça va plaire aux lecteurs et aux libraires également, qui sont des prescripteurs importants. On a eu beaucoup d'échanges, mais après, moi, je ne suis pas une spécialiste. Et voilà, les éditeurs connaissent aussi, ont un regard professionnel que je respecte. Et donc, quand ça se passe dans l'échange, c'est vraiment bien. Monsieur Mourmand, regardez les titres qu'a publié Sophie Blittmann, Mission pôle Nord, Mission Volcan, Mission Amazonie. Ces livres d'aventure, vous en vendez beaucoup? Vous pensez qu'il y a un public important pour ça? Tous ces livres jeunesse, oui, il y a en fait une demande qui est sensiblement plus importante que ce que j'avais cru au départ. Et effectivement, il y a un verre d'eau là. Oui, il y a un rayon jeunesse qui est assez large avec pas mal de choix. Oui, j'ai vu ces titres. Philippe, dans votre bibliothèque, les livres, on a vu les titres de Sophie Blittmann, le docu dont tu es le héros. Hein, qu'est-ce que vous en pensez de cette mode où le lecteur intervient dans le livre? Oui, je ne la connais pas très bien, mais c'est une démarche qui me paraît un peu dans l'air du temps, où à travers, c'est une démarche qui vient peut-être des jeux, je sais pas, des jeux vidéo où la personne qui joue décide un petit peu de l'évolution du jeu et on en parle de plus en plus il y a des maisons d'édition qui éditent justement des livres comme ça où le lecteur fait partie un petit peu du développement ou on demande à certains lecteurs comment le prochain chapitre va être. Je ne sais pas, c'est un peu… On demande aux gens de participer un petit peu, de s'impliquer de plus en plus. Oui, c'est peut-être un effet de mode, je ne sais pas. Quel est votre rythme de visite des auteurs dans votre bibliothèque quand vous faites des rencontres? Comment ça se passe? Alors, nous, on fait effectivement des visites d'auteurs assez régulièrement hein, dans la plupart des bibliothèques. On a un assez gros budget pour les visites d'auteurs qui sont réglementés par des contrats conformes notamment pour les questions de rémunération avec la société des auteurs et on fait aussi beaucoup appel à des volontaires pour un tas d'activités qu'on développe de plus en plus dans les bibliothèques, qui sont des ateliers de conversation, qui sont des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies de l'information, etc., etc. Est-ce que vous avez un prix littéraire, par exemple, de votre bibliothèque ou pas? Malheureusement, non, mais c'est quelque chose… Mais vous y pensez? C'est quelque chose que j'aimerais bien développer. Par contre, on a une petite campagne qui justement démarre aujourd'hui, qui a lieu tous les ans. On élit à Stockholm le livre de l'année, le livre qui va, espérons, être lu par tous les habitants de la ville.
Et c'est en général un livre, un classique qui est sorti il y a quelques années, qui met en valeur la ville de Stockholm. Et quand on le lance chaque année à cette époque-là, ça donne lieu ensuite là, il y a des ateliers de conversation, de lecture, il y a des cercles de lecture, il y a des présentations, peut y avoir des promenades guidées en ville, etc. Et je peux vous montrer, si vous voulez, la page de notre site où on en parle justement. Ça va être révélé justement, le titre de cette année va être révélé ce soir, je crois à 19h. Hein, je vous le montre. Voilà, et ça s'appelle Stockholm Läser, c'est-à-dire Stockholm lit. Et là, il y a une liste un peu des derniers candidats des dernières années. Hein. Et beaucoup d'activités autour de la… Qu'est-ce que vous pensez, Sophie, de ce genre d'initiative? C'est important pour les auteurs? Je ne sais pas si c'est important pour les auteurs, enfin, certainement, parce qu'il y a toujours voilà, c'est une reconnaissance, mais c'est important pour les lecteurs, parce que c'est une manière de faire vivre le livre. Donc oui, si ça incite, ça fait parler du livre, ça incite des gens à le lire, donc oui. Est-ce que vous avez des échanges, Sophie, avec les autres auteurs de votre département jeunesse? Un petit peu, il y a pas mal de choses qui se passent, des groupes sur Facebook. Il y a en France, je suis membre de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, qui est à la fois donc, une organisation professionnelle et puis qui permet aussi d'échanger à la fois sur des questions très techniques et puis aussi parfois des idées, etc. Donc beaucoup sur les réseaux, mais oui, c'est intéressant de partager ces expériences du métier. Et en revanche, vous ne participez pas à des ateliers d'écriture? Alors j'ai commencé, mais encore une fois, là, la situation actuelle rend les choses un peu compliquées. Mais j'ai pu intervenir là, notamment avec la Senior Universität, donc l'université des seniors de Stockholm, grâce à une enseignante, Françoise Sulé, qui m'a fait intervenir. Et on a travaillé un peu avec son groupe sur justement Roméo et Juliette et la manière d'écrire, de transformer le point de vue, donc de faire un atelier d'écriture en ligne. Là, on a fait ça au mois de décembre, donc voilà, Zoom permet aussi de faire ce genre. Alors, ce que j'espère, c'est que Philippe vous invitera dans sa bibliothèque pour la parution de votre prochain roman ado, Sophie. Il ne peut faire que ça, là, aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Mais justement, avec, j'allais dire le confinement, non, parce qu'on n'est pas confiné en Suède, mais avec quand même la situation, la pandémie, on s'est mis à développer toutes nos activités que l'on avait en présentiel, on les a mis, beaucoup, on les met de plus en plus en ligne. Et c'est un petit peu un challenge aussi. Je me suis pris moi-même à faire 1 heure du conte, donc avec des enfants de maternelle, justement à travers Zoom, à travers la plateforme Zoom, et expérimenter aussi comment être vraiment présent avec des enfants à travers un ordinateur et avoir du retour et du dialogue avec eux à travers un ordinateur. C'était assez intéressant comme expérience. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé assez bien, mais c'est vrai que c'était un peu nouveau pour moi, pour les enfants aussi. C'était des enfants de 3 ans. Et bon, ils étaient un petit peu aussi étonnés, mais je crois qu'on s'y met très rapidement en fait. Hein. Parce que ces dernières années, on a démarré des heures du conte dans les bibliothèques municipales de Lund et Malmö, où ma principale employée de l'époque racontait son histoire. Et c'était extrêmement apprécié. C'était effectivement des tout petits enfants. Comment ça se passe, Didier, pour transmettre une envie au lecteur? Autrement dire, comment vous définiriez votre métier de passeur de livres? Curiosité, l'envie de savoir, la surprise, la contradiction, je dirais un peu tout ça.
l'envie, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est vrai que si j'ai lu quelque chose que j'ai bien aimé, eh bien, je le fais savoir aux clients potentiels et souvent, ils apprécient eux aussi. Je donne un exemple de livre que j'ai bien apprécié moi-même, comme par exemple le livre de Laetitia Colombani, La Tresse, et j'ai Oui, lu le suivant aussi, Les Victorieuses, et c'était génial, je trouve. J'ai oui, vraiment beaucoup aimé. oui. J'ai beaucoup aimé aussi les livres de Laurent Gounel. Euh, on peut dire que c'est des livres un peu psychologiques, mais toujours avec plein de surprises. Oui. L'homme qui voulait être heureux, par exemple, où un homme s'en va en vacances sur l'île de Bali, va rencontrer une sorte de guérisseur, et il pensait que c'était juste une petite visite touristique, mais ça va changer sa vie. En fait, c'est des livres, je ne prononcerai pas ce mot anglais que je déteste, c'est des livres qui font du bien. C'est ça, oui, 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 Voilà. oui. Philippe, dans votre bibliothèque, il y a un rayon des livres qui font du bien? Philippe, Philippe, Oui, non, c'est un thème qui est vous très m'entendez? utilisé oui, c'est un thème très utilisé en Suède aussi. Euh, un rayon, j'allais dire non, mais enfin, la demande est importante, hein, et c'est à nous aussi à faire des expositions à l'intérieur de la bibliothèque où justement ce genre de littérature est très demandé. Hein. Ouais. Est-ce que vous pouvez me citer, Philippe, comme vient de le faire Didier, deux livres que vous avez beaucoup aimés dernièrement? Oui, oui, oui. Alors, moi, je suis surtout, au niveau de la littérature française, un petit peu ce qui filtre à travers ce qui vient ici jusqu'en Suède. Je trouve ça assez intéressant de voir quels sont les titres, quels sont les auteurs que les maisons d'édition suédoises choisissent, hein, parmi ces tas de livres qui sont publiés en France. Et j'ai découvert Vous dites celui-ci qu'ils les choisissent pour les traduire. pour les trois dire, voilà. Oui. Et parmi les dernières nouveautés, je ne sais pas si on le voit très bien, mais c'est un livre qui est sorti en France bon, il y a quelques années, qui est un livre d'une jeune auteure, Lynn Papon, qui est la petite fille d'une famille qui a une famille vietnamienne. Ça se passe donc au Vietnam, ça se passe pendant la seconde guerre d'Indochine. Cette petite fille raconte l'histoire de sa famille, raconte l'histoire de sa grand-mère, raconte l'histoire de sa mère. Elles étaient donc trois filles. La grand-mère avait trois filles et elles ont quitté leur village au Vietnam, bombardées, sont venues s'installer à Hanoï. Bon, déjà, on fait un voyage là, quittant leur pauvreté, les conditions misérables dans lesquelles elles vivaient pour s'installer en ville. Et ensuite, une des filles, qui est la mère de la petite fille qui raconte cette histoire, est venue s'installer en France, a trouvé un mari, un Français à Hanoï, qui était passionné de culture vietnamienne, et un jour, ils sont tous installés en France. Et à nouveau rupture et à nouveau redémarrage dans une nouvelle culture qui est la culture française, qui était complètement différente de la culture vietnamienne. Et ensuite, cette petite fille, re-rupture, s'est trouvée avec des problèmes de santé, d'anorexie, et dont le titre Les os des filles fait un peu allusion à ça. Et un petit livre très bien écrit, et je pense qu'il plairait à beaucoup et qui fait connaître bien sûr le Vietnam. Et qu'est-ce que c'est de quitter un pays, de réapprendre une langue, tous ces combats que l'on vit. Hein. Alors Voilà. là, ça Didier, me fait penser, pardon, il vous donne envie de lire ce livre. oui, 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 ça me fait penser au livre de Philippe Delerme, La petite fille de Monsieur Lin,
et qui est une histoire qui est racontée avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion, et que j'ai trouvé très beau aussi. J'ai Sophie, pas encore lu, j'ai pas encore eu les eaux des filles, mais on me les a demandés récemment. Il y a un client qui me l'a demandé. Très bien. Donc, Sophie, est-ce que ces titres vous éveillent quelque chose? La tresse fait partie des coups de cœur que j'ai eu récemment, clairement avec cette histoire de 3 femmes qui s'entremêlent, 3 femmes de pays différents. Et donc oui, c'est un livre magnifique. Après, moi, depuis que je suis ici à Stockholm, donc j'essaie de découvrir un peu plus la littérature suédoise aussi, que je connaissais pas trop. Oui, oui. Et notamment évidemment Mankell, mais je connaissais surtout les romans policiers. Enfin, j'aime beaucoup les romans policiers en général, donc je connaissais ceux de Mankell, et j'ai découvert Les bottes suédoises et Les chaussures italiennes, qui sont des livres un peu différents parce qu'ils ne sont pas des romans policiers, et puis ils parlent de la vie à Stockholm. C'est très ancré dans l'archipel, avec voilà, cette histoire d'un Et père. vous lisez en suédois? Non, je lis quelques livres en suédois facile, et j'ai lu des Mankell en suédois facile, mais assez courts, mais non, ceux-là en français. Et pour avoir toute la saveur de la langue de Mankell, c'est mieux pour le moment pour moi. Monsieur Mourmand, est-ce que ça vous arrive de rencontrer des éditeurs suédois à qui vous conseillez d'acheter les droits? J'ai rencontré des éditeurs suédois, en particulier, je pense aux éditions C'est quoi, qui ont traduit pas mal d'auteurs de livres français en suédois. Et dans la librairie Academy Bokhandel de Lund, ils avaient organisé une sorte de présentation. Enfin, l'éditeur présentait un peu ce qu'il faisait. Et il y avait une trentaine de personnes, c'était très apprécié. Et généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un livre français est traduit en suédois, les ventes de l'original en français augmentent fortement. Ah oui, oui. Alors, vous avez connu, puisque vous avez créé votre librairie en 1983, vous avez connu des changements des Français par rapport à la littérature suédoise. On a d'abord connu la mode des livres de littérature policière, traduits notamment chez Actes Sud, mais pour vous, quel a été le changement, le regard sur la littérature suédoise le plus important depuis 30 ans? La littérature suédoise. Sophie peut répondre, ou Philippe aussi. Hein. La littérature suédoise ici, c'est essentiellement la littérature pour les jeunes. C'est des livres de Astrid Lindgren, mais de Sven Nordqvist, par exemple, des livres pour les enfants, quoi. Des livres adultes, je ne saurais pas tellement dire. Philippe, vous voulez répondre à la question? Oh, je ne suis pas un spécialiste non plus de la littérature suédoise, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autofiction. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Et c'est vrai que au niveau de la littérature adulte, et c'est vrai qu'il y a un très gros marché pour la littérature jeunesse. Hein. C'est un des pourcentages des ventes, je crois, qui est assez conséquent. Hein. Et bon, au niveau des traductions, alors là, c'est aussi un autre problème. Il y en a une majorité de livres qui sont traduits des pays anglophones, une petite partie de livres français ou francophones, mais pas énorme. Hein. Mais ça évolue parce que je constate que par rapport au moment où j'ai ouvert la librairie, à cette époque-là, j'avais voulu avoir au moins un exemplaire de tous les livres traduits. C'était possible. Mais depuis, il y a eu beaucoup de traductions d'auteurs suédois ou nordiques d'ailleurs, mais enfin surtout suédois en français. Et maintenant, ce n'est plus possible d'être exhaustif. Il y a vraiment trop de choses. Trop de livres suédois traduits en français, nouveaux, disons, nouvellement traduits. Il y en a beaucoup. Sophie Blittmann, une dernière question pour vous. Le thème, dans le contexte de
de la mondialisation, dont on parle beaucoup là aujourd'hui, quel lien nouveau aimeriez-vous créer? Vous, en tant qu'auteur, vous, libraire, vous, bibliothécaire. Répondez comme vous voulez, mais quels sont les liens qui sont à créer? Moi, je dirais surtout que c'est important déjà de créer du lien en tant que tel. Et donc ça peut passer par voilà, tout un tas de réflexions ou d'histoires autour du vivre ensemble, par exemple. C'est un thème sur lequel je travaille. Créer du lien, c'est aussi connaître le passé ou connaître d'autres cultures. Et après, encore une fois, moi, le but ultime, j'ai envie de dire, ce serait vraiment de faire en sorte que les jeunes lecteurs ressentent ce lien et aient envie de s'impliquer, de s'engager, de créer des lecteurs engagés, des citoyens. Et donc, moi, c'est ça, vraiment, de créer du lien, et les livres peuvent permettre de le faire. Philippe, quel lien voudriez-vous créer dans les années qui viennent? Ouais, je pense que le lien aussi, c'est une question de mélange aussi au niveau des générations. À mon avis, je trouve qu'en Suède, on est un petit peu cloisonné dans par exemple, les livres de jeunesse, on les a bien cloisonnés dans des tranches d'âge. On a les livres pour les 0-3 ans, des livres pour les 5, 7 ans, des livres pour les 19 ans, etc., etc. Et je trouve, par exemple, que un album, un livre illustré peut très bien être utilisé, faire autant plaisir à un jeune enfant qu'à un enfant de 10 ans, qu'un enfant de 15 ans, par exemple. Je voudrais ou à lire ensemble même. Par exemple, la lecture à haute voix, je trouve que on est en train d'essayer de la promouvoir en Suède comme quelque chose qui doit être fait un peu à tous les âges. Ce n'est pas simplement réservé pour les petits-enfants. Didier, vous, qu'en pensez-vous? Quel lien aimeriez-vous créer? Disons que je crée des liens par le fait que je propose des livres de différents pays, puisque j'ai démarré entièrement en français, puisque ensuite j'ai commencé à importer d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, et même maintenant, depuis quelques années, j'ai un rayon russe. J'aimerais, par exemple, peut-être qu'on traduise plus ces auteurs étrangers également. Je vois, par exemple, la littérature russe, on trouve facilement les classiques d'il y a un siècle ou deux, mais les auteurs actuels, très peu finalement. Donc, alors moi, je voudrais louer un peu la politique de l'Institut français de Suède, car l'an dernier, j'ai animé une rencontre avec des professeurs de français qui a été une rencontre critique très intéressante sur la dernière liste des 4 romans qui figuraient sur la dernière liste du Goncourt. oui. Nous avons discuté pendant 1 heure. Les professeurs de français n'ont pas voté comme l'Académie Goncourt à Paris, et c'était passionnant. Oui. Je vous donne une idée, Monsieur Mourmand. Vous devriez faire ça dans votre librairie aussi. Oui, m'arrive, oui. Par exemple, de faire une discussion, alors vous voulez dire, oui. Voilà. Organiser des discussions, ça peut être quelque chose. Ce que j'ai fait parfois, c'était des vitrines avec mes coups de cœur, bien sûr. Oui. Ou avec les meilleures ventes, ou des choses comme ça. Mais une discussion avec les clients, les lecteurs, oui, ça pourrait être quelque chose, oui. Alors moi, je vais me faire plaisir, je vais vous donner mon dernier coup de cœur, oui. qui est un livre qui vient d'être publié au format de poche, d'une femme écrivaine, qui a été la première femme à remporter la course autour du monde. Elle s'appelle Isabelle Autissier, c'était en 1991. Elle a écrit des récits d'aventure et des romans, et son dernier roman s'appelle « Oublier Clara ». Je pense, Philippe, que ça vous plairait beaucoup. Sophie, je vous invite à le lire. Et Didier, vous, à le mettre en pile dans votre librairie. Oubliez Clara, ces 3 personnages
3 générations, le petit-fils Yuri, le père Rubin et la grand-mère Clara, qui un jour a été arrêtée quand le père, c'est-à-dire son fils, avait 4 ans. Le père, avant de mourir, rappelle son fils Yuri des États-Unis pour mener l'enquête. C'est formidable, c'est très bien écrit et c'est un portrait de la société russe tout à fait passionnant. Oubliez Clara, c'est publié au livre de poche. D'accord, ben, j'y penserai. Voilà. Oui. Je vois Marie Bruno qui veut peut-être intervenir. Merci Antoine et merci à tous pour cet échange, voilà, pour vos partages aussi, le partage de vos coups de cœur et pour cet échange qui nous montre combien votre métier autour des livres est riche, combien la lecture est riche et la lecture a de beaux jours devant elle, les livres aussi, et donc nous aussi, puisque si, comme le disait Jules Renard, quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être heureux. Voilà, moi, c'est là-dessus, je pense qu'on va se quitter, terminer donc cette table ronde autour des livres, terminer ces Nuits de la lecture 2021. Et je rappelle au public que tout le monde peut voir ces entretiens sur notre site de l'Institut français de Suède, donc parce qu'ils ont été enregistrés et donc vous pouvez les voir en rediffusion. Voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas, voilà, à nous rejoindre pour les Nuits de la lecture l'an prochain. À bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bonne vie merci Sophie. Merci Didier. Et bonne création à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.